Bonjour. Le pouvoir d'achat, c'est un des thèmes les plus importants qui va être discuté ces prochains mois. Et des fois, on se demande, mais finalement, c'est quoi la perte du pouvoir d'achat? Quels sont les plus grands dégâts qui sont causés à notre capacité, finalement, d'être libre, même à la fin des mois? Eh bien, aujourd'hui, on va discuter avec Christian Dandré, c'est un des grands spécialistes de la question, d'un des plus grands facteurs qui fait du mal au pouvoir d'achat des ménages. J'ai nommé le logement. Je suis Samuel Bendahan, nous sommes le 10 mai 2023, vous suivez Fil Rouge. Salut Christian. Salut Samuel. Alors, tu es un de mes collègues au Conseil national, nous travaillons ensemble depuis un petit moment maintenant, et tu es aussi un des grands spécialistes de l'ASLOCA, notamment où tu travailles comme avocat. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici pour décortiquer la question du logement et de son impact particulièrement sur le pouvoir d'achat. Merci à toi. Bon, d'abord, la première chose, pourquoi est-ce qu'on dit souvent en l'oubliant, que les loyers, c'est le plus gros impact sur le pouvoir d'achat des ménages? Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui est le plus dur pour les ménages à payer? Je crois qu'on doit rappeler tout d'abord que le loyer, c'est se loger. Se loger, c'est un besoin absolument fondamental. On ne peut pas s'en passer. Et qu'on a un système de rente foncière qui peut ponctionner en fait le revenu des ménages, mais aussi le revenu des entreprises. Peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Et que les bailleurs, ces dernières années, profitant en fait d'une part d'une capacité financière de certains ménages élevés à pouvoir payer cher, fait une ségrégation en fait sur le marché et crée une crise sociale majeure parce que les personnes qui n'ont pas de gros revenus doivent consacrer 30% en fait de leurs revenus, parfois même plus, pour pouvoir se loger. Ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Mais c'est parce que ça coûte, enfin, c'est 30%. Finalement, est-ce que c'est pas simplement parce que le terrain c'est cher et que c'est compliqué de construire des bâtiments? Alors c'est là l'enjeu vraiment central de la rente foncière, c'est qu'en fait par le simple droit de propriété, le bailleur peut imposer les loyers qui correspondent à la capacité des ménages les plus solvables. Et de cette manière-là, comme on a un droit du bail malheureusement très mal outillé, peuvent imposer des hausses absolument majeures, année après année. On doit aussi tenir compte, évidemment, du fait qu'on a une évolution démographique qui est positive, surtout dans certaines grandes agglomérations, c'est l'Arc lémanique, c'est Genève, c'est Zurich, c'est Bâle-Ville, mais aussi du simple fait qu'à chaque changement de locataire, on a des mécanismes, en fait, cliqués dans le droit du bail qui font que, lorsque le loyer augmente, c'est très difficile de le faire baisser, et donc les loyers continuent dans une spirale à la hausse, et à chaque fois excluent un peu plus des personnes qui en auraient besoin et qui n'ont pas nécessairement des très gros revenus. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que souvent, quand on parle à des défenseurs de la droite ou des propriétaires, ils disent que c'est déjà très difficile d'augmenter les loyers, que finalement, on peut les augmenter que de 10%, même quand ça coûterait plus cher. Donc que finalement, le droit du bail protège déjà très bien les locataires, qu'il est très en faveur des locataires. Alors, c'est pas vrai, ça? Je crois que c'est évidemment des salades que nous sortent assez régulièrement les immobiliers. Ils ont dit d'autres déclinaisons dans d'autres domaines, le droit du travail également, où la protection est moins bonne, par contre, qu'en droit du bail. Disons, la protection qui est à disposition des locataires, d'abord, elle repose sur des grandes mobilisations qui ont été faites dans les années 60-70. Le droit du bail a ensuite été codifié dans les années 90, mais tout ça part de ces luttes, qui étaient des luttes très importantes. Après-guerre, on a eu des périodes de contrôle des loyers, puis des périodes de libéralisation totale où les loyers ont bondi, et le Conseil fédéral, sous la pression de la rue et aussi du Parti socialiste et de la SLOCA, a pris des mesures urgentes pour limiter un peu ces hausses. Donc on a posé un ou deux principes qui concernent le rendement en fait, que les bailleurs peuvent faire sur l'argent qu'ils investissent dans l'immobilier, mais on a toujours, comme très régulièrement en Suisse, un blocage, c'est que c'est le locataire qui doit agir. Donc grosso modo, tu conclus un contrat de bail avec Swiss Life, multinationale gigantesque appartenant à BlackRock, et c'est à toi de faire un procès à BlackRock pour faire en sorte que ton loyer ne soit pas abusif. Et ça, déjà, sur le principe, c'est compliqué, mais en plus, on a toute une série de jurisprudences qui ont verrouillé un peu plus encore ces droits et qui font qu'aujourd'hui, alors qu'on a 400 ou 500 000 baux qui sont conclus par année en Suisse, on a à peine 1000 personnes qui contestent le loyer initial. Et si tu ne contestes pas le loyer initial, ensuite, ton loyer va varier en fonction du coût de la vie et du taux d'intérêt hypothécaire. Puis ça, c'est le deuxième étage de la fusée, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation et l'augmentation des taux, on va la voir au mois de juin, on aura des hausses de loyers encore plus importantes sur des loyers qui, déjà à la base, sont hyper abusifs. Mais je ne comprends pas. Si on n'a pas baissé les loyers pendant que les taux hypothécaires ont baissé, est-ce qu'on a le droit de les augmenter maintenant? Non, ce n'est pas nécessairement légal. Le seul problème, c'est que comment est-ce qu'on fait valoir ces droits? Et si tu ne le contestes pas au départ, tu ne peux plus le contester ensuite. Autrefois, il y avait la possibilité, tous les 5 ans, de demander en fait, une baisse de loyer à son bailleur pour vérifier en fait, que le loyer ne soit pas abusif. Le tribunal fédéral a considéré que c'était contraire en fait, à des principes de liberté contractuelle. Quelle liberté, de nouveau, Swiss Life, un travailleur avec un revenu à 4 000 francs, où est la liberté là-dedans, en plus en période de pénurie de logement? Et si tu ne l'as pas contesté au début du bail, c'est fini. Tu vas devoir supporter effectivement ces hausses. Et à moins qu'on trouve une solution politique à ce problème,
problème et on doit travailler là-dessus, c'est fondamental. On risque de voir maintenant des gens qui vont se retrouver mais exclus, non plus de l'accès au logement, mais même de leur logement avec des résiliations pour défaut de paiement et des expulsions. Et en Suisse, tu peux évacuer des personnes, même sans solution de relogement. Bon, ben voilà, on voit comme maintenant on a parlé du problème, tu abordes la question des solutions. Apparemment, de se loger, c'est hyper cher pour beaucoup, beaucoup de ménages. Et comme ça a augmenté, ça a mangé complètement le reste de la liberté des gens. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et la telle faiblesse des locataires par rapport aux propriétaires fait que c'est très dur de se défendre là contre. Alors du coup, il faut faire quelque chose. Et donc ma question à toi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde où les propriétaires sont si forts, surtout les gros, et que les locataires ont un peu des difficultés à même oser contester leur loyer parce qu'ils pourraient se retrouver à la rue? Alors, on a plein de solutions, évidemment, techniques pour résoudre ce problème. Ce n'est pas très compliqué. Après, évidemment, il y a tout le volet politique, et donc comment on mobilise les gens autour de ces propositions. Mais je pense que, très basiquement, d'avoir aujourd'hui un mécanisme, ne serait-ce que de plafonnement des loyers, en disant les loyers sont suffisamment élevés, tu les bloques. Et si le bailleur estime que son rendement n'est pas abusif, et qui peut majorer le loyer, c'est à lui de faire la démonstration que c'est autorisable. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est le bailleur qui fixe le loyer au niveau qu'il souhaite, et c'est à toi de faire un procès, et qui plus est justement par voie judiciaire, parce que c'est ça le problème. Et je crois que c'est assez central en fait, dans tout le débat qu'on va avoir autour de cette thématique, parce que les bailleurs, suivis par la droite immobilière, disent toujours que mettre en place des mécanismes de révision, de contrôle administratif des loyers, comme ça existe dans certains cantons après travaux, c'est bureaucratique, c'est inefficient, mais fondamentalement, ça ne leur pose aucun problème que les locataires doivent passer par voie judiciaire, tu dois faire des échanges d'écriture, tu dois faire des productions de pièces, où on passe des milliers d'heures de travail pour faire une contestation du loyer initial, alors que tu pourrais parfaitement faire des systèmes de révision, ou alors que le bailleur, s'il souhaite aller plus loin dans sa hausse de loyer, simplement remplisse un formulaire, fournisse les pièces, puis on a un système informatique vérifié par quelqu'un pour voir si c'est correct ou non. Ouais, mais moi, l'Asloca, elle a fait une étude qui m'a pas mal choqué. Ils en ont parlé un peu des chiffres. Ils ont dit qu'il y a aujourd'hui plus que 10 milliards par an de francs qui sont payés en trop par rapport au cadre légal actuel, même pas par rapport à une amélioration des choses, mais par rapport au cadre légal actuel, plus que 10 milliards de francs par an payés par les locataires aux propriétaires, donc qui sont vraiment des rendements abusifs. Et 10 milliards de plus pour le pouvoir d'achat des ménages, ce serait énormément. Alors moi j'ai une question assez simple, comment fait-on pour récupérer ces 10 milliards et les donner aux locataires, bref, aux gens qui payent trop? Alors je pense que là, ce serait de faire baisser les loyers existants. Et donc, je pense que le système de révision aurait effectivement du sens. Ça veut dire que les bailleurs, sur une période qu'il faudrait définir politiquement dans la loi, doivent justifier les niveaux des rendements et ajuster en fait le rendement appartement par appartement ou immeuble par immeuble pour atteindre le niveau qui est aujourd'hui autorisé par la loi. Et tu me permettras peut-être juste une remarque, c'est qu'en fait le niveau autorisé par la loi, c'est quand même assez généreux parce qu'aujourd'hui ils peuvent faire 2% en plus que ce que fait une banque quand elle fait un prêt hypothécaire. Donc ils peuvent faire 3,25% net de rendement sur leurs fonds propres. Et en plus, ils peuvent indexer ces fonds propres au coût de la vie à 100% du coût de la vie. Moi, je n'ai pas ça sur mon compte épargne. Et toi non plus, j'imagine. Et en plus, zéro risque. Parce qu'en Suisse, tu ne payes pas ton loyer. Le bailleur peut résilier ton contrat de bail et t'expulser dans un délai de 3 à 6 mois selon les cantons et la surcharge des tribunaux. Donc pour ça, ils obtiennent 3,25% net et en plus l'indexation. C'est évidemment un scandale absolument inouï. Je pense qu'il faut vraiment le rappeler parce que peu de personnes le savent. Bon, puis il y a ça, puis il y a les charges. Aujourd'hui, par exemple, les locataires se retrouvent à avoir des charges dont on a annoncé qu'elles vont exploser. Ils ne savent pas encore tous à quelle sauce ils vont être mangés parce qu'il y a toujours un délai. Puis en même temps, les locataires, on leur dit, mais bon, il faut consommer de l'énergie verte et tout. Ils n'ont pas le choix, ce n'est pas eux qui décident. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Comment on fait pour que les charges n'explosent pas pour les locataires alors qu'ils n'ont aucun contrôle, par exemple, sur le type de chauffage qu'ils ont dans leur appartement ou dans leur maison? Je crois vraiment que tu pointes là du doigt le problème essentiel dans ce domaine. C'est qu'il n'y a pas le choix, parce que si on part de la logique du pollueur-payeur, tu ne l'as pas en droit du bail, tu ne l'as pas dans le domaine du logement. Ce n'est pas toi qui choisis l'appartement et la qualité en fait, énergétique de l'immeuble. Donc là, je pense que des solutions sont aussi assez simples techniquement. Après, il faut les porter évidemment politiquement. On pourrait avoir un mécanisme aussi de plafonnement en fait, des charges de chauffage et d'eau chaude. Et puis dire que, tu parlais de 10 milliards par année, qu'il faut aller chercher sur ces 10 milliards pour payer l'augmentation des charges. Pourquoi les bailleurs pourraient garder 10 milliards nets, disons, d'un loyer abusif, et en plus faire supporter aux locataires l'augmentation du coût des combustibles, principalement des combustibles fossiles. Donc ce serait une première solution simple et immédiate à mettre en place. Puis ensuite, évidemment, il y a tout l'assainissement en fait, du parc immobilier. C'est 40% des émissions de CO2 aujourd'hui. Là, par exemple, la loi CO2 qui viendra en votation dans quelques semaines, c'est un pas en avant assez substantiel, puisqu'il y a une subvention qui est donnée. Et là, pour casser tout de suite le discours d'Émilie Immobilier qui avait combattu la loi à l'époque, la loi
concernant l'environnement, en disant que ça allait augmenter effectivement les loyers, c'est que ces subventions profitent indirectement aux locataires parce qu'elles diminuent la note qui peut leur être répercutée ensuite après travaux. Bon, tu as dit tout à l'heure qu'en gros, un des problèmes, c'était que rentrer en conflit avec son bailleur, c'était très difficile, que ça demandait énormément de travail, des avocats. Donc, c'est clair que même quelqu'un qui est dans son droit va peut-être pas faire valoir ce droit parce que soit ça lui coûte plus cher, soit il a peur, soit il ne veut pas prendre le risque. Est-ce que là aussi, par exemple, pour améliorer la facilité qu'ont des locataires de juste faire valoir leurs droits, il y aurait des solutions qu'on pourrait mettre en place? Je pense des solutions assez simples qui concernent d'abord les contrôles administratifs. L'État peut faire le travail plutôt que 3 juges, 2 avocats, des greffiers juristes. Je pense que ce serait beaucoup plus simple. Puis il faut aussi s'inspirer de ce qui existe dans la pratique. Ça veut dire qu'en Suisse, on avait dans des cantons comme le canton de Vaud, Genève, Bâle-Ville et Zurich, il y avait des mécanismes de contrôle administratif des loyers après travaux. Dans les grandes vagues néolibérales, la fin des années 90, tout ça a été supprimé, sauf à Genève, où on a pu, avec la SLOCA, résister parce qu'on a lancé référendum sur référendum. Puis ensuite, on a introduit une clause très intelligente dans la Constitution, c'est un référendum automatique contre les modifications des lois de protection des locataires. Puis ça a freiné le mouvement, disons, assez massivement. Puis ça a évité qu'on se retrouve, disons, à genoux, le PS et la SLOCA, à devoir lancer référendum sur référendum. Donc ces systèmes fonctionnent assez bien. C'est peu de temps de travail parce que le propriétaire, il fait une demande de travaux. L'État, lorsqu'il examine si les travaux peuvent être réalisés, il fait le plan financier sur la base des devis qui sont annoncés. Et le bailleur remplit un formulaire avec les pièces. Puis disons, quand tu délivres l'autorisation de construire, tu fixes le loyer après travaux. Ça pourrait être une solution pour éviter que les loyers augmentent. Mais après, il faut encore les faire baisser. Et là, très honnêtement, je pense que le système de révision est un bon système. Mais en tout cas, dans les 2 cas, la charge doit reposer sur les épaules du bailleur et pas du locataire, qui n'a rien demandé et qui en plus a autre chose à faire que partir sur des procédures judiciaires qui peuvent aussi être coûteuses. Ouais. En fait, il faut que les gens s'imaginent. Imaginez-vous que tout d'un coup, tous les 5 ans, il y a quelqu'un qui vient tester si votre loyer est juste ou pas, et si vous payez 400 francs de loyer de trop, et du jour au lendemain, votre loyer est corrigé. Si ça arrive à tous les ménages qui sont locataires et qui payent trop, tout d'un coup, c'est des milliards iraient dans la poche des gens. Et ça, c'est simple, c'est pas quelque chose de compliqué administrativement, et ça rapporte des milliards. Et le fait qu'on ne veut pas le faire, c'est vraiment une question de volonté politique qui manque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce Parlement, qui est censé représenter le peuple, n'arrive pas à faire des choses pour la population à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on ne défend pas, finalement, je sais pas, il y a à peu près 60% de locataires en Suisse, pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose pour ces gens qui n'arrêtent pas de payer plus? J'aimerais juste dire, quand on dit que c'est un tiers du revenu des gens qui partent dans le loyer, c'est vraiment commun, particulièrement pour les plus bas revenus. On a fait une étude qui a montré que, en gros, plus les revenus étaient bas dans les ménages, plus c'était de la classe moyenne ou de la classe inférieure, plus la part des loyers était élevée et plus les augmentations sont brutales pour ces ménages. Alors pourquoi ce Parlement n'arrive pas à faire quelque chose là contre? Je crois que c'est lié aux majorités qui sont totalement inféodées aujourd'hui au milieu immobilier et sous les 2 angles, parce que tu as une partie des propriétaires qui sont des grosses institutions financières. Puis là, c'est le volet traditionnel du lobby, d'assurance et des banques. Puis tu as les petits propriétaires qui ont également leur lobby assez puissant et qui pèsent lourd, disons, dans la balance et qui arrivent à placer des gens absolument clés dans ces parlements. Et nous, on a beaucoup plus de difficultés, évidemment, à pouvoir corriger ces majorités. Puis l'autre problème majeur, c'est le fait que lancer des initiatives populaires, tu dois avoir la double majorité. Or, beaucoup de bailleurs sont à Zug et ils sont propriétaires à Zurich et leur voix compte 40 fois plus que la voix du Zurichois qui pâtit en fait de cette politique détestable. Voilà. En tout cas, c'est très clair. Le pouvoir d'achat est brutalement affaibli par cette problématique des loyers. Il y a plein de choses qui peuvent être faites qui pourraient vraiment changer la vie des gens. Elles ne sont pas faites parce que les bonnes majorités politiques ne sont pas là, mais des solutions existent et ça va être le moment de se mobiliser. Je te remercie beaucoup de ces explications, Christian, c'était vraiment très clair. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui nous ont écoutés. Vous avez suivi Fil Rouge. N'oubliez pas que vous pouvez partager cette vidéo si vous avez apprécié et n'oubliez pas non plus de vous abonner si vous le souhaitez.